Bonjour Ségolène Mogg. Bonjour là. Vous êtes déléguée des évêques de France pour la lutte contre la pédophilie et membre de la cellule permanente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos missions au sein de la Conférence des évêques de France ? En septembre 2016, j'ai été appelée à aider à la mise en œuvre de l'ensemble des mesures qui avaient été décidées en avril 2016 et par la suite à accompagner le dispositif nouveau qui se faisait jour pour organiser dans les diocèses localement l'accueil des personnes victimes, l'accueil de leurs témoignages, les mesures de prévention, les mesures d'accompagnement des décisions. Voilà, donc ça, c'est ma mission au sein de la conférence. Et au cœur de cette mission, je fais partie donc de cette cellule permanente de lutte contre la pédophilie, qui est une instance qui est présidée par Monseigneur Luc Crépy, qui est évêque du Puy, et qui comporte des évêques et des laïcs, et qui a comme mission principale d'organiser dans l'année des rencontres pour former et partager des pratiques sur les personnes qui sont au plus près du terrain dans l'accompagnement des personnes victimes qui se manifestent et des situations qui sont à accompagner. Quelles sont les ressources que vous apportez aux responsables locaux dans les diocèses qui accueillent les victimes, qui reçoivent des témoignages ou des confidences ? Alors, depuis avril 2016, le territoire français est maillé d'une structure nouvelle qui a été décidée à cette époque et qu'on appelle les cellules d'accueil et d'écoute. Ces cellules d'accueil et d'écoute sont des petits dispositifs locaux qui sont pertinents soit à l'échelle diocésaine, soit à l'échelle d'une région, dans la mutualisation des ressources humaines, et qui sont constitués de professionnels du champ médical, du champ du soin, psychiatres, pédiatres, pédopsychiatres, psychologues, médecins généralistes, infirmiers psychiatriques, des professionnels du monde du droit ou de la justice, donc avocats, magistrats, anciens magistrats, gendarmes ou policiers. Il y a aussi parfois des éducateurs ou des gens du monde de l'éducation et du monde de la protection de l'enfance plus largement. Ces petits groupes de personnes sont à disposition de l'évêque, soit à l'échelle diocésaine, soit à l'échelle un peu plus large, donc de plusieurs diocèses, plusieurs départements. C'est de ressources qui sont mutualisées et qui viennent accompagner l'évêque de manière professionnelle dans la manière dont il accueille une personne qui vient révéler des faits, quelle que soit la date des faits, quel que soit l'auteur qui est mis en cause, qu'il soit vivant ou mort. Voilà. Donc il y a cette instance-là, et cette instance-là, nous l'accompagnons dans des formations qui leur sont proposées, dans des lieux de partage de pratiques et d'expériences qui leur sont proposés. Dans la mise à jour aussi des dispositifs légaux, mais pas exclusivement, éducatifs aussi, qui peuvent leur être donnés pour être au plus près du terrain, pertinents et sur l'accueil des personnes, et aussi dans le domaine de la prévention ou du conseil. Quel soutien apportez-vous aux évêques ? Alors, lorsqu'ils sont confrontés à une situation spécifique et particulière, lorsqu'ils sont confrontés à des révélations, lorsqu'ils sont confrontés à des témoignages qui leur parviennent de la part d'une personne qui a été victime, ils se retrouvent forcément spontanément démunis, puisqu'il y a le choc de la souffrance qui est révélée, et puis il y a ensuite toutes les conséquences et toutes les mesures qui doivent être mises en œuvre au regard des révélations qui viennent d'être faites et de l'accompagnement nécessaire pour la personne qui révèle ces faits-là, l'accompagnement aussi de la personne qui est mise en cause dans ces révélations et éventuellement des communautés au sein desquelles ces révélations ou ces faits ont pu avoir lieu. Et donc notre fonction à nous ici, à la Conférence des évêques de France, consiste de manière tierce, extérieure, à venir accompagner la mise en œuvre en fait, de normes qui existent déjà, de protocoles qui existent et qui sont très hiérarchisés, ordonnés, et on accompagne la manière dont ils passent d'une étape à une autre pour traiter, le mot n'est pas joli, mais enfin pour traiter le témoignage qu'ils ont reçu et avoir recours à l'appareil judiciaire
signaler au procureur les faits qui leur sont révélés, émettre des mesures provisoires, de protection des personnes, mettre en œuvre les accompagnements nécessaires pour les personnes et les communautés concernées, établir les documents pour prévenir la Congrégation pour la doctrine de la foi et éventuellement aussi avoir un niveau de communication à l'échelle diocésaine ou régionale pour informer de ce qui s'est passé. Par ailleurs, on intervient aussi pour permettre aux évêques d'assurer leur responsabilité en termes de prévention. Donc, ça suppose de les aider à garder ce sujet en haut de la pile, un niveau de vigilance élevé, un niveau de formation des acteurs de terrain très à jour, régulier, de manière à ce que l'ensemble des propositions d'Église dont ils ont la responsabilité puissent assurer la sécurité des personnes qui sont accueillies, des enfants, des jeunes, des personnes vulnérables, et soient capables d'en rendre compte aux familles, par exemple, qui confient leur enfant à une institution d'Église. Quels sont pour vous les outils les plus performants que vous avez vus se déployer en région, en province, à Paris, pour aider à cette lutte? J'irai d'abord du côté de la prévention. Et là, à partir de la réédition, de la 3e réédition en janvier 2017 du guide lutter contre la pédophilie, repères pour éducateurs, se sont développés des outils pédagogiques pour permettre aux personnes qui sont directement en contact avec les jeunes, soit dans le registre éducatif, soit dans le registre pastoral, de pouvoir réfléchir à la question, de pouvoir se doter de process, d'alerte par exemple, de veille, de vigilance, de promouvoir le partage de pratiques et le travail en équipe. Et là, depuis 3 ans, dans l'ensemble des diocèses de France, des formations ont été organisées pour ces acteurs pastoraux, au sein de l'enseignement catholique aussi, de manière assez massive, afin que les acteurs et les responsables soient promoteurs de la bientraitance des enfants et des jeunes, promoteurs aussi de la juste attitude à avoir et à déployer, qu'on appelle aussi juste distance, peut-être distance ajustée, ce serait un terme plus pertinent, promoteurs aussi des ressources humaines qui sont à disposition. Et parmi les éléments moi, qui me frappent sur ces dernières années, c'est le recours de plus en plus systématique, et je crois que c'est une bonne chose, à des ressources extérieures, et notamment le travail de collaboration avec les services de protection de l'enfance d'une part, et locaux, donc, et avec aussi les ressources de la psychologie pour accompagner l'éducation des acteurs et la vigilance des enfants. Sur le terrain de l'écoute des personnes victimes, là aussi, il y a des outils qui sont à disposition, et notamment dans des formations qui sont proposées, soit des formations à l'écoute traumatique, soit des cursus qui commencent de voir le jour, y compris dans les universités catholiques, et qui équipent les personnes qui sont directement en contact avec les personnes victimes pour une meilleure écoute ajustée. Voilà. Avec les bons réflexes, voilà, à acquérir en termes d'écoute, d'alerte et de suivi et des conséquences de ces écoutes. Pour ce qui est des personnes qui sont directement en contact avec les jeunes aujourd'hui, que ce soit dans l'enseignement catholique ou dans les autres lieux d'église, mouvements, paroisses, aumôneries, voilà, il existe des protocoles qui ont été élaborés, qui sont des protocoles d'alerte lorsque un acteur de terrain, un responsable, un adulte, est témoin qu'un enfant vit une maltraitance, que ces maltraitances, que ces actes soient subis hors de la structure église ou dans la structure ecclésiale, quel qu'en soit l'auteur. Donc là, il y a une formation importante qui est déployée, qui est réactivée, parce qu'on ne part pas de rien non plus, mais pour retravailler, remettre dans toutes les têtes et sur les murs de ces structures les numéros de téléphone de l'enfance, de l'aide à l'enfance maltraitée, je pense au 119 particulièrement, le travail aussi avec les personnes qui sont derrière ces numéros de téléphone, donc l'aide sociale à l'enfance, et puis dans l'enseignement catholique, l'élaboration d'un guide particulier qui redonne à chaque acteur de l'enseignement catholique la règle à suivre lorsqu'il est lui-même
témoin, ou lorsqu'il croit être témoin, ou lorsqu'il est récipiendaire d'une révélation ou d'une confidence d'un enfant, ou lorsqu'il entend des rumeurs. Enfin, tous les cas de figure sont explorés. Quels sont les numéros de téléphone, les interlocuteurs qu'il doit alerter face aux éléments dont il a connaissance ou dont il a entendu parler. Quelle perspective d'évolution observez-vous ? Ce que je mesure, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est d'abord le travail engagé sur les derniers mois et qui s'affermit et qui va se déployer, le travail engagé avec les personnes victimes pour réfléchir ensemble à la prévention, pour réfléchir ensemble aux traitements qui doivent être réservés aux révélations qui ont été reçues, pour réfléchir ensemble aux conséquences de ces délits qui ont été commis, des crimes qui ont été commis contre ces enfants. Voilà. Et ça, c'est sans doute la chose la plus nouvelle et qui est aussi à déployer encore, à stabiliser, apprendre à travailler avec ces personnes qui ont été victimes et à intégrer les différentes personnes dans des groupes de travail uniques. Voilà. C'est le cas des 4 groupes de travail qui ont vu le jour il y a quelques mois maintenant et qui ont pour objet, l'un, s'attacher à travailler ensemble la question mémorielle, voilà, comme quelle importance de garder une trace dans la mémoire collective de ces événements-là et comment ne pas oublier le drame vécu et la responsabilité de chacun dans ces drames personnels et collectifs. Un groupe de travail s'attache à travailler à la dimension financière, qui est une des questions qui a été très rapidement posée, une interpellation posée par les personnes victimes. Donc, il y a un groupe de travail mixte depuis plusieurs mois maintenant. Un 3e groupe de travail s'intéresse à la question de la formation et de la prévention. C'est une préoccupation majeure que de mettre en œuvre partout et pour longtemps des programmes de formation rigoureux et à jour qui fassent que tous les acteurs de l'Église soient pas simplement vigilants, mais soient eux-mêmes acteurs de prévention et de protection. Et puis le dernier groupe de travail s'intéresse au suivi des prêtres fautifs, des clercs fautifs, à quelle type de proposition faire à ces hommes qui ont commis des actes graves pour lesquels ils ont été sanctionnés, qui pour certains sont criminels, et quelles que soient les décisions de justice qui sont prises à leur encontre. Voilà. Quelle est l'attitude de vigilance, mais aussi l'attitude pastorale à déployer à leur égard. Voilà les 4 groupes auxquels participent des personnes victimes et des personnes non victimes. Et je crois que c'est sans doute ça la perspective la plus juste et la plus nouvelle. Il y a aussi le travail de collaboration avec la justice. Je pense à un protocole qui a été signé, le premier protocole qui a été signé entre le diocèse de Paris et le procureur de la République, alors que d'autres diocèses ont déjà entamé une réflexion et un travail avec les parquets locaux. Donc là aussi, il y a une évolution importante et encore énormément de choses doivent être travaillées ensemble, accompagnées, que la collaboration se fasse de manière de plus en plus fluide, d'abord parce qu'il nous faut appliquer les dispositions légales et que ça, c'est non négociable, voilà. Il y a pas, mais surtout de manière à ce que la dimension de l'appareil judiciaire soit pleinement intégrée à la manière dont l'Église affronte la question avec lucidité et justice, donc la question des violences commises par certains sur les enfants, sur les personnes vulnérables, sur les jeunes et sur des personnes majeures qui n'ont pas pu,
sur les personnes majeures, quand elles sont agressées, il faut aussi que la justice intervienne. Le dernier élément à pointer, c'est le fait que nous sommes au début. Alors je comprends l'urgence dans laquelle certains se trouvent, et à raison. Je comprends les critiques qui nous disent qu'on a démarré bien tard. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de choses doivent continuer d'évoluer. Je pense que des étapes irréversibles ont été franchies et c'est une bonne chose. On ne peut pas revenir en arrière et on ne reviendra pas en arrière. Pour autant, on n'en finira pas non plus avec cette question-là. Elle va demeurer une priorité avec des moyens mis en regard, avec une actualité renouvelée. Parce que la vraie préoccupation, c'est une préoccupation évangélique et que on ne sera plus sourd aux cris de souffrance des personnes qui se sont manifestées pendant longtemps sans être entendues et on pourra assurer qu'on a pris les moyens qui sont à la mesure de tous, le peuple de Dieu, les membres du peuple de Dieu, les responsables, les organisateurs, les prescripteurs, les formateurs, pour assurer autant que ce soit possible la protection des personnes qui sont accueillies dans nos institutions. Merci beaucoup, Ségolène Mogg. Merci à vous.